J'arrive. Bonjour, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 12 août 2015 et c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve sur YouTube. Ça fait plus de 3 mois, presque 4 mois que j'ai pas enregistré de nouvelles vidéos. Et je veux vous dire pourquoi, dans cette vidéo-ci, je n'ai pas eu la possibilité d'enregistrer de nouvelles vidéos dans les derniers mois. Là, je suis en préparation pour faire toute une nouvelle série de vidéos, mais c'est la toute première que je fais là, presque à la fin, au milieu du mois d'août, au milieu de l'été 2015. Bon, ok. Je ne sais pas si je reste ici ou si je me place un petit peu plus loin. Attendez un petit peu, je vais me placer à d'autres endroits. Je peux me placer ici aussi et je peux me placer ici. Ok. Regardez, je vais commencer ici, puis je vais me rapprocher graduellement. OK. Juste en commençant, je veux aussi saluer toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Vous êtes rendus maintenant plus de 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai franchi le cap des 3000 il y a quelques jours. Et je suis presque arrivée aussi à 1 300 000 vues sur YouTube. Il manque 4000 quelques, là, ça va se faire d'ici moins d'une semaine environ. Ça va franchir le 1 300 000 vues sur YouTube. Alors, je suis très contente de pouvoir partager des nouvelles informations avec vous. Et n'hésitez pas à faire voyager les vidéos sur Facebook, par courriel, de différentes façons pour que les connaissances, les informations utiles, les informations aidantes puissent rejoindre le plus de personnes possible. J'ai fait un nouveau blog d'ailleurs hier. Comme toujours, les liens web que je vous mentionne sont mentionnés sous la vidéo, en dessous de la fenêtre de YouTube. Alors, ce nouveau blog-là qui va vous donner des petites nouvelles parfois quand je n'aurai pas l'élan ou l'énergie pour enregistrer une nouvelle vidéo, je vais parfois faire je vais partager quelques informations sur le blog. Alors, l'adresse du nouveau blog, c'est celui que j'avais utilisé aussi pour mon journal personnel, les www.lagrandejoie333.wix.com/blog, B-L-O-G. lagrandejoie333.wix.com, Wix c'est wix.com/blog. Ok. Alors, je vais maintenant vous dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois et qui a complètement chamboulé ma vie et la vie de ma fille. Le père de ma fille, mon ex, depuis 7 ans, nous sommes séparés depuis 7 ans, a eu un AVC. Alors, c'était un grand changement dans notre vie. J'avais beaucoup prié, médité, demandé pour qu'il y ait des changements. Parce qu'on vivait ensemble en tant que grands amis, parents d'une adolescente. Notre fille a 15 ans et demi cet été. Mais bien qu'on s'aime beaucoup, qu'on est des grands amis depuis 25 ans, il y a des zones de nos vies où on est très proches et des zones où on est très loin, très différents. Entre autres, cet homme-là n'a jamais choisi d'embarquer comme moi dans tout le projet de la diffusion publique d'informations, de connaissances, tout ça. Il a toujours voulu rester en marge parce que je dis souvent que c'est le plus grand termite en ville que je connaisse. Il vit selon une forme d'ermitage et moi, je ne suis pas en accord avec cette façon-là de vivre. Mais j'ai pas le choix de respecter son choix, comme je respecte les choix de vie de toutes sortes de personnes. Et au mois de décembre 2014, on avait eu des grandes discussions ensemble pour parler du fait qu'il arrivait une étape où on ne pourrait plus vivre ensemble. On resterait des grands amis, on accompagnerait notre fille, bien sûr, mais on ne vivrait plus ensemble. Et moi, j'étais vraiment prête à ça, mais lui n'était pas prêt à ça encore. Même si on n'était plus en couple, même s'il n'y a plus d'intimité du tout entre nous depuis 7 ans, même je dirais plus de 7 ans, parce que avant qu'on se sépare officiellement, on était déjà en grande partie séparés à plusieurs niveaux dans nos êtres.
Donc, moi, j'étais prête vraiment à ce qu'on ne vive plus dans le même milieu de vie au quotidien. Mais pour lui, c'était très difficile à envisager. Et il résistait de toutes sortes de façons et il ne voulait pas qu'on fasse ce réajustement-là. Et moi, ben, j'essayais toujours, par toutes sortes de moyens, d'amener ça en douce, mais c'était très difficile. Et il commençait à avoir des problèmes de santé aussi parce que c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à confronter ses émotions, à y faire face, à en parler. Et naturellement, les émotions qu'on accumule, ça laisse des traces à différents niveaux dans notre structure multidimensionnelle, dans notre corps. Et il y avait depuis un certain temps ce qu'on appelle une colite ulcéreuse, mais il ne le savait pas. Donc avant même qu'il y ait l'AVC, il y avait des problèmes aux intestins. Et en décembre, il commençait à avoir du sang dans ses selles. Alors, il y avait des problèmes de santé, puis il a commencé à être faible. Et en janvier et février, il ne sortait plus du tout de l'appartement. C'est moi qui faisais toutes les commissions. C'est comme, il est devenu très malade à l'intérieur, mais il ne voulait pas aller à l'hôpital. Tous les deux, on sait naturellement que le processus de guérison, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup par l'intérieur, mais parfois, quand on n'y arrive pas, ça prend une aide de médecins, de spécialistes, des radiographies, des choses pour avoir des informations plus précises sur notre état de santé. Et en janvier-février, je suis devenue son aidante naturelle parce qu'il ne pouvait plus sortir de la maison. Et il était tellement faible, c'est quelqu'un qui fumait, mais de moins en moins. Il avait fumé beaucoup plus jeune. Il fumait de moins en moins et moi, je n'acceptais pas qu'il fume à l'intérieur, donc il fumait à l'extérieur. Il devait, on habite dans un immeuble, donc il sortait de l'appartement ou du condo, c'est un condominium, il sortait du condo, prenait l'ascenseur, il allait en bas, il allait fumer, il revenait. Il faisait ça 6 fois par jour. Il espacait de 2 à 3 heures ses cigarettes. Il en prenait 5 à 6 dans la période de l'après-midi ou de la soirée. Donc, il ne fumait pas beaucoup, mais c'est ce qui lui restait de ses années de fumeur. Depuis une trentaine d'années qu'il fumait. 35 ans, je pense. Et quand il est tombé malade, il était tellement faible qu'il ne trouvait même plus la force pour sortir dehors pour aller fumer. Alors, il a spontanément arrêté de fumer en janvier et en février parce qu'il n'avait plus la force de sortir. Et là, sa situation de santé empirait. Et une journée, un dimanche, je suis allée animer mon activité de la marche en action. Il y a une personne, mon ami René, mon ami luthier, qui fait les mini-harpes que vous aviez vues dans d'autres vidéos, était là ce dimanche-là. On a discuté beaucoup dans l'après-midi. Et quand je suis revenue à l'appartement ou au condo, il était changé. Et là, il essayait de me parler et il n'arrivait plus à trouver les mots. Il était entré dans ce qu'on appelle une phase d'aphasie. Beaucoup de personnes qui vivent un AVC peuvent avoir ça comme symptôme. Il y en a qui sont touchés au niveau du système moteur, il y a des paralysies, il y a des difficultés parfois avec les membres. Lui, la zone qui a été touchée avec son AVC, ça n'a pas été le système moteur, mais ça a été la zone de la parole et de la compréhension. Et pour moi, qui travaille en auto-guérison depuis des années, ça ne me surprenait pas du tout parce que, comme c'est quelqu'un qui a de la difficulté avec la communication, avec la transparence, avec l'ouverture, avec le face-à-face avec les émotions, avec tout ça, c'est pour moi très logique que la zone qui a été touchée, c'est la zone qui touche le langage, la communication, la compréhension dans les discussions. Alors, il a essayé de m'expliquer qu'est-ce qu'il était en train de vivre quand moi je suis revenue le dimanche soir et il n'était pas capable de trouver les mots. Il était comme sans mots. Je comprenais qu'il était lucide dans sa tête, mais je comprenais aussi qu'il ne pouvait pas trouver les mots. Et pour moi, c'est devenu clair qu'il avait fait un AVC, mais lui refusait ce verdict-là. Il essayait de l'interpréter autrement. Il se demandait s'il n'y avait pas un parasitage avec des entités, des êtres de d'autres dimensions. Il cherchait des choses. Mais moi, en tout cas, je sentais que c'était ça. Et pour moi, ça aurait été important d'aller à l'hôpital le plus rapidement possible.
parce qu'à l'hôpital, après un AVC, ils peuvent donner certains médicaments qui vont clarifier le sang un peu et qui vont faire en sorte que la circulation sanguine va mieux passer. Et parfois, ils vont éviter qu'il y ait certaines conséquences au niveau du cerveau, là où il y a eu un caillot, là où il y a eu une rupture, parfois. Bon, mais lui, dans son style de fermeture, de résistance, d'ermitage, il ne voulait pas aller à l'hôpital du tout. Alors, j'ai pas eu le choix de respecter son libre arbitre et d'accepter qu'il reste encore à la maison. Et on a appris, le jour où il est allé à l'hôpital, qu'il a fait 2 petits AVC par la suite, qui ont été moins graves, mais il en a fait 2 autres petits qui auraient possiblement pu être évités s'il avait accepté de se rendre à l'hôpital plus rapidement. Bon, alors, là, on est entré dans une phase, lui, moi et sa fille, où on ne pouvait plus du tout communiquer comme avant. Il ne trouvait plus les mots pour parler et il n'était plus capable d'écrire. Et c'était lui, pourtant, qui avait fait des traductions de mes textes et de d'autres textes dans les 2, 3, 4, 5 dernières années. Il s'était appliqué à faire de la mise en page et de la traduction de certains textes. C'était une façon dont il m'aidait de façon bénévole, que je trouvais qui était très précieuse, vu qu'il ne sentait pas l'élan pour l'enseignement, pour le partage, pour la rencontre avec les gens, d'une façon plus ouverte, plus publique. Dans son ermitage, son travail de mise en page et de traduction de textes était quand même très, très précieux pour beaucoup de gens qui ont pu avoir accès à ces textes-là. Mais là, il était plus capable de lire, plus capable de parler, plus capable d'écrire. Au moment où je vous parle, 4 mois plus tard, il a récupéré un peu à chaque semaine, à chaque mois, et je dirais qu'il a récupéré à peu près 50% de sa capacité de parole et peut-être 25% de sa capacité d'écriture. C'est très laborieux pour lui maintenant d'écrire à la main ou même à l'ordinateur. Pour écrire quelques phrases, 5-6 phrases, ça peut y prendre 1 heure. Alors qu'avant, ça lui prenait 2 minutes pour écrire ça. 1 minute, 2 minutes, puis il pouvait écrire plusieurs phrases, plusieurs paragraphes. Et comme je disais, il faisait de la traduction, il traduisait plusieurs pages dans un bloc d'heures de 2, 4, 5 heures dans une journée. Alors, tout son mode de communication, par la parole, par l'écrit, par Internet, a été complètement chamboulé. Et là, ça devenait très difficile de se parler. Et au niveau de la compréhension aussi, l'ère de la compréhension a été affectée. Heureusement, ça c'est quelque chose qui est revenu. Ça, c'est revenu presque à 100%. Mais il y a eu des périodes dans les premières semaines où je lui parlais et tout à coup, après quelques secondes ou quelques minutes, il ne comprenait plus rien de ce que je lui disais. Et c'était comme si je lui parlais en russe, en chinois, dans une autre langue. Les mots ne faisaient plus de sens. Il n'arrivait pas à décoder dans la zone de la compréhension au niveau du cerveau. Donc, dans la période la plus critique, dans les premières semaines, où il y avait beaucoup de difficultés à comprendre, il me faisait signe avec ses mains de différentes façons qu'il n'arrivait plus à comprendre ce que je lui disais. Et quand il y avait quelque chose d'important que j'essayais de lui communiquer, j'avais entre 30 secondes et 1 minute pour lui dire. Dépasser ça, après 30 secondes ou 1 minute, ça faisait trop de mots, trop d'informations, comme trop de mental, et ça se brouillait, puis il n'y avait plus de compréhension du tout, il venait tout confus, puis apeuré en même temps émotionnellement. Imaginez-vous qu'est-ce que ça générait à l'intérieur de lui. Alors, c'est ça. J'ai continué à être aidante naturelle comme les 2 premiers mois. Il y avait toujours ces difficultés aux intestins, il y avait de plus en plus de difficultés à manger. Il a essayé d'entreprendre des semi-jeûnes, des jeûnes, pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Il devenait de plus en plus faible parce qu'il assimilait pas la nourriture, en partie aussi par moment parce qu'il jeûnait, parce qu'il perdait du sang dans ses selles. Et là, il y avait eu un AVC. Et il se demandait qu'est-ce qui se passait avec ça, et il n'acceptait pas que c'était un AVC. C'était une situation extrêmement difficile. Il y a des gens qui ont suivi mon journal personnel que j'ai écrit dans cette période-là, que j'ai mis sur le web, et qui ont suivi un peu la crise intérieure que j'ai traversée à travers tout ça. Et
lui qui n'est pas très patient de nature et qui a, comme au Québec on dit, qui est soupe au lait, qui peut rentrer dans une genre de petite colère rapidement, puis il rebaisse vite, mais parfois c'est des petites choses qui vont le déclencher, qui vont le réactiver, des blessures, des émotions, des choses qui ne sont pas réglées de tout le passé. Et là, dans cette situation-là, c'est encore pire. Les frustrations qu'il vivait, les difficultés à communiquer, les problèmes de santé. Alors, il était encore plus impatient, plus frustré. Moi et sa fille, on marchait comme sur des œufs dans l'appartement ou dans le condo pour essayer de ne pas le déclencher. C'était très difficile, puis en même temps, on voulait prendre soin de lui. Puis moi, j'essayais de le convaincre d'aller à l'hôpital, puis il ne voulait toujours pas. Alors, après 3 semaines, moi, j'étais arrivée à ma limite, là, puis je le voyais se dégrader, puis j'avais peur qu'il tombe, qu'il se blesse, j'avais peur qu'il perde connaissance, je ne sais pas où c'était pour aller, il n'y avait rien qui s'améliorait, tout s'empirait constamment. Puis je savais en plus que pour la circulation sanguine, des conséquences de l'AVC, c'était mieux qu'il y ait une aide médicale, beaucoup mieux. Mais comme il ne voulait vraiment pas aller à l'hôpital, un après-midi, je suis allée au CLSC de mon quartier à Montréal et je suis allée rencontrer une travailleuse sociale très, très gentille. J'ai passé plus de 2 heures dans son bureau. En général, c'est des rencontres de 15 minutes, 20 minutes. Hein, il écoute les gens, il évalue la situation assez vite. Mais là, j'ai dû y raconter des choses du présent, des choses du passé, des choses de son énergie spéciale, de son ermitage, de toutes sortes de choses pour décrire le contexte. Et je lui demandais si je pouvais faire venir les policiers à la maison pour forcer l'intervention au niveau de l'hôpital. Et la travailleuse sociale m'a dit que oui, je pouvais faire ça et que c'était même souhaitable. Puis elle m'a dit, réfléchis à ça et rappelle-moi pour me dire ta décision. Parce que là, je me disais, si je choisis ça, est-ce que je pousse pour le faire rentrer à l'hôpital ce soir, demain, le lendemain, c'est un vendredi? Est-ce que j'attends le week-end pour essayer encore d'y en parler en douceur et qu'il rentre lundi? Mais elle me disait, Julie, ça va être la même chose. Que ce soit demain ou dans 2-3 jours, il va aller encore aussi mal, peut-être plus. Tu vas arriver au même point. Il va falloir que tu prennes la décision. Mais c'était très difficile d'aller contre sa volonté, mais pour son bien. Comme j'imagine, vous pouvez le comprendre. Et pour moi, le libre arbitre, c'est sacré, c'est très important, le libre arbitre d'un être humain. Et en général, je ne transgresse jamais le libre arbitre d'une personne. Je donne des informations, je propose des solutions. C'est cet homme-là, le père de ma fille, souvent, j'y ai proposé des choses, mais souvent, il me disait non parce qu'il n'était pas attiré par le chemin spirituel, le chemin christique de la même façon que moi. Alors, j'ai toujours respecté son libre arbitre et j'ai cherché à partager les zones où on pouvait bien partager, où on pouvait se comprendre, où on pouvait discuter, être plus d'accord, en se confrontant ici et là sur certaines choses, mais où je devais respecter la limite de là où on n'était vraiment pas d'accord. Et après être revenue du CLSC, j'ai appelé ma grande amie Françoise, mon amie qui vient du Rwanda, j'ai discuté 1 heure au téléphone avec elle de ça. Et j'étais pas à la maison, j'étais avec mon cellulaire parce que je voulais pas que le père de ma fille entende tout ça, naturellement. Et elle était d'accord avec moi, puis elle croyait que c'était la meilleure chose à faire. Alors là, avec 2 avis, puis le mien, là, je me suis dit, OK, là, je vais appeler les policiers. Alors, j'ai rappelé la travailleuse sociale et avec elle, on a concocté qu'il viendrait une équipe médicale à la maison, les ambulanciers, parce qu'il allait très mal, il était très faible, il n'avait pas sorti de la maison depuis 2 mois, 2 mois et 3 semaines, on était rendu à la 3e semaine de mars. Alors, la femme au CLSC, la travailleuse sociale, me dit, Julie, je suis très contente que tu aies pris la décision puis que tu l'aies pris pour ce soir, que l'intervention pour le faire entrer à l'hôpital d'urgence se fasse ce soir. Parce que moi, elle me disait, j'en ai discuté avec des collègues de l'équipe ici au CLSC. Et compte tenu de l'ensemble de la situation, si toi, tu ne décidais pas de le faire rentrer de force à l'hôpital, nous, on appelait les policiers pour le faire rentrer de force demain. Alors, tu avais comme 18 à 24 heures au maximum. Mais j'ai pris la décision la journée même. Alors là, il était environ peut-être 4h30, 5h quand je l'ai rappelé. Puis on avait cédulé ça pour aux alentours de 6h environ. Alors,
Elle a appelé les services de santé, l'équipe de policiers, l'équipe d'ambulanciers. Ils sont arrivés à 6 policiers, parce qu'il est grand, il mesure 6 pieds. Et on ne savait pas comment il était pour réagir, même s'il était faible. Puis il y avait eu certaines idées suicidaires aussi à travers tout ce qu'il avait traversé, puis sa vie qui était complètement chamboulée. Et comme on vit à un étage dans un immeuble, il m'avait déjà parlé qu'il avait eu des idées qui lui avaient traversé de sauter par la fenêtre. Et là, j'avais vraiment peur pour lui, pour moi, comment ça pouvait se passer. Alors, les policiers avaient décidé, eux, qu'en entrant, il y avait quelqu'un qui aurait bloqué les fenêtres. On ne savait pas du tout comment il était pour réagir. Donc, il y avait une équipe de 6 policiers et de 2 ambulanciers qui sont arrivés avec une civière, qui sont restés dans le corridor et qui, doucement, sont rentrés un à la fois, en tout cas, ils ont fait la mise en place au niveau de l'appartement et qui lui ont demandé de sortir et de venir discuter dans le corridor. Et il a accepté. Il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a fait signe en voulant dire « Hey, toi, qu'est-ce que tu as fait là? » Mais ça n'a pas duré longtemps. Sur le coup, il était très, très surpris. Et quand les ambulanciers et les policiers ont commencé à discuter avec lui, puis lui ont parlé de l'importance d'aller à l'hôpital, d'aller faire des vérifications pour sa santé et tout ça, il a accepté volontairement. C'était plus que moi qui en parlais, c'était des spécialistes, en tout cas les ambulanciers, les policiers. Et il a accepté de s'étendre sur la civière. Et moi, j'ai ramassé quelques vêtements, ses espadrilles, son jacket. On était encore au tournant de l'hiver et du printemps, hein, aux 3e semaine de mars. Et on est parti comme ça. Je suis embarquée dans l'ambulance avec lui. On est parti à l'hôpital qui est tout près de chez moi, heureusement, à 5 minutes de chez moi. J'ai demandé pour qu'on aille à cet hôpital-là. On aurait pu aller à un autre, mais j'ai insisté parce que j'habite vraiment tout proche de cet hôpital-là. Et une fois arrivé à l'urgence, quand ils nous ont laissés à l'urgence, je lui ai demandé s'il était fâché, puis il m'a dit qu'il n'était pas fâché, qu'il comprenait l'intervention que j'avais faite. Et c'était correct, parce que ça, j'avais très peur. Je me disais, si en plus il est fâché après moi, ça va être très, très compliqué. Mais je savais aussi que c'était difficile pour lui de penser d'aller à l'hôpital parce qu'il est ermite et en plus parce qu'il avait des difficultés de langage. C'était tellement difficile de dire quelque chose, de se faire comprendre. Mais comme moi, je le connais beaucoup puis que je le décode beaucoup, je pouvais aider pour qu'on le comprenne. Et quand on lui a posé comme un questionnaire, j'assistais et je répondais aux questions avec lui dans la première soirée à l'hôpital. Alors, à partir de ce moment-là, il a été pris en main par le service de santé de l'hôpital près de chez moi et il a passé 2 mois à l'hôpital. Il a passé un certain nombre de semaines à l'étage des AVC. Il a été transféré dans un hôpital, comme dans un centre de réadaptation de plusieurs étages, à quelques minutes de là, spécialisé dans les AVC et dans d'autres problèmes aussi. Il y a des grands brûlés, il y a des accidentés de la route, il y a d'autres problématiques, mais la plus grande partie de la clientèle, c'est des gens qui ont vécu un AVC. Alors, en tout, il était 2 mois hospitalisé. Et moi, j'allais le voir à tous les jours. Et quand il avait besoin de quelque chose, comme à un moment donné, il portait jamais de montre. Moi aussi, pendant des années, j'avais jamais de montre. Mais là, avec tout mon rythme d'activité plus chargé et tout, maintenant, souvent, je porte une montre. Mais lui, il n'en portait jamais. Et une fois qu'il s'est retrouvé à l'urgence, avec toutes les lumières allumées, la nuit, le jour, parce que ça a pris 4 à 5 jours avant qu'on le déplace dans une chambre privée. C'était difficile un peu de savoir où il en était dans les heures de la journée et il n'y avait plus de repères et il n'y avait pas d'horloge qui était près de l'endroit où il était placé à l'urgence. Alors, à un moment donné, par exemple, il m'a demandé d'aller lui chercher une montre. Alors, je suis allée dans un petit magasin près de chez nous pour lui acheter une montre. À d'autres moments donnés, je lui ai rapporté en tout cas des choses, sa brosse à dents, bon, des choses qu'il avait besoin. Et comme c'est un ermite, c'est quelqu'un qui a coupé tous les ponts avec sa famille, avec ses amis depuis plus de 25 ans. J'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu pour refaire les ponts, pour se remettre dans le monde, dans le réseau social. Il n'a jamais accepté. Alors j'étais la seule personne qui pouvait l'aider. Cet homme-là, il ne parle qu'à sa fille et à moi. Puis, quand il allait faire des commissions, des choses comme ça, il marchait beaucoup pour aller chercher tout ce dont on avait besoin à la maison. Ça, c'était très précieux. Donc, il disait un petit bonjour aux gens qu'il rencontrait dans les magasins, mais il ne nourrissait pas de contact suivi avec les autres personnes. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le plus grand ermite que je connais en coupure de contact avec sa famille, ses amis, avec tout le monde. Puis pourtant, il n'y avait pas de problème majeur. Il disait que c'était des états intérieurs de créativité, de mysticisme.
Moi, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que selon moi, il était adombré. Il y a un autre être qui associe sa conscience à la sienne et qui lui a donné des prises de conscience, des facultés, des choses qui sont arrivées très, très, très rapidement et non pas de façon graduelle, comme avec un chemin spirituel normal. C'est ce qu'on appelle de l'adombrement, des êtres de d'autres dimensions qui veulent s'imprégner dans le plan physique puis qui s'associent à des êtres qui sont ici. Il y a des adombrements plus négatifs, plus positifs. Des fois, on va appeler ça de la possession. Mais quand, en général, ça donne une qualité de vie positive aux gens, quand ça donne des nouvelles capacités, on ne parlera pas de possession, on va parler d'adombrement. Un champ d'énergie qui vient, un être qui rapproche tout son champ puis qui donne des capacités à quelqu'un qui est incarné. Et moi, ça m'a souvent, pendant des années, ça m'a troublé tout ça. J'y ai souvent demandé de faire un processus aussi de libération qui n'était pas d'accord de faire, parce que c'est dans ces processus-là aussi où ils se retrouvent avec une créativité différente, nouvelle, en étant comme ça, accompagnés ou adombrés. Leur vie est comme enrichie, mais au moment où ils désincarnent, ce que j'avais expliqué dans les vidéos, leur vie est appauvrie parce que quand ils désincarnent, l'adombrement cesse. Ces êtres-là qui font ça veulent se relier à des gens qui sont sur le plan physique. Et une fois que la personne sort du plan physique, qu'elle n'a plus son corps physique ici, qu'elle vient de transiter dans une autre dimension, ces êtres-là s'éloignent puis ils vont chercher d'autres personnes qui peuvent influencer, accompagner, nourrir de leur énergie. Alors ça, je lui avais expliqué ça, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il voulait continuer sa vie comme ça, comme ermite. Alors, c'est un grand ami, c'est quelqu'un d'exceptionnel avec des talents, des capacités, une créativité, une énergie de musicien. Il a plein de belles qualités, mais il a des caractéristiques très particulières avec lesquelles c'est difficile de composer. Et donc là, il s'est retrouvé à l'hôpital. Plus d'ordinateur, plus de télé, plus de lecture. Ben, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne lisait pas des livres. Plus de jeux vidéo. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup jouer aux jeux vidéo, des jeux de course automobile, par exemple, des quêtes. Bon, tout ça a été arrêté. Mais il était tellement malade, puis il avait arrêté beaucoup à la maison aussi. Donc, il s'est retrouvé à être tranquille, comme en vacances, pour pouvoir un peu s'occuper de lui. Et là, on lui a fait passer plein de tests. On a diagnostiqué la colite ulcéreuse, on a commencé à lui donner certains médicaments, des choses pour stabiliser l'état au niveau de ses intestins. On a régularisé des choses aussi pour l'AVC. Comme je vous l'ai dit, au niveau des scans du cerveau, ils ont vu qu'il y avait eu l'AVC principal et 2 petits AVC par la suite. Et moi, j'avais vu justement dans notre façon de discuter les changements qui se passaient à l'intérieur de lui pour sa capacité à communiquer ou à comprendre. Fait que je sais qu'il y a eu des phases un peu différentes après son premier AVC. Et doucement, tranquillement, une semaine à la fois, il commençait à récupérer des mots. Une fois qu'il a été au centre de réadaptation, il a vu des spécialistes pour en ergonomie, en physiothérapie, en orthophonie, différents spécialistes pour l'aider au niveau de la parole, au niveau de l'écriture. Et il a recommencé à se pratiquer tranquillement à écrire et c'est pour ça qu'avec la réadaptation, le temps, l'énergie, les choses s'améliorent et il a retrouvé une partie de sa capacité. Donc je suis très heureuse pour lui, pour sa fille aussi qui gravite autour de tout ça. Mais dans la période où il était hospitalisé, là je lui ai dit que là c'était clair pour moi que il ne reviendrait pas à l'appartement ou au condo comme avant. Que le temps qu'il sera à l'hôpital, moi je ferai les démarches de ce que lui ne voulait pas faire, de lui trouver un studio et de faire en sorte de préparer tout ça pour qu'au moment où il sortirait de l'hôpital, qu'il puisse être dans son studio. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup occupée aussi parce qu'à travers mon travail de thérapeute, d'écrivaine, je réponds beaucoup aux questions aussi qui me sont envoyées par courriel d'un peu partout des gens dans la francophonie. J'avais mes 2 rôles habituels de thérapeute, d'écrivaine et de maman, mais là je me suis retrouvée avec mon rôle d'aidante naturelle, d'accompagnatrice parce que j'allais le voir tous les jours à l'hôpital et aussi la double tâche de devenir papa de remplacement. Parce que notre fille n'avait plus de papa, il n'était plus disponible du tout. Donc, tout ce que lui faisait avant
par exemple pour l'accompagner un peu pour ses devoirs, pour faire des commissions, bon, pour certaines choses qu'il pouvait faire pour elle, il ne pouvait plus le faire. De toute façon, il ne le faisait plus depuis les 2 premiers mois qu'il était malade à la maison. Là, il ne pouvait plus à l'hôpital. Alors, je suis tombée en double tâche parentale. J'avais déjà connu ça au début, parce qu'au tout début, il n'était pas très proche de sa fille. Ça avait été très difficile d'accepter son côté père. Donc, j'avais vécu beaucoup le côté monoparental dans les premières années aussi. Là, je l'ai comme retrouvé, mais c'était un peu moins pire parce que notre fille, maintenant, elle avait 15 ans à ce moment-là. Sa fête était en février. Elle est née en 2000. Donc, elle a eu 15 ans en février, juste un petit peu avant le 1er mars, avant son AVC. Donc, elle était quand même plus autonome pour s'occuper de beaucoup de ces choses. Mais quand même, là, je devais jouer le rôle de maman, le rôle de papa, le rôle d'aidante naturelle. Alors, ma vie était chargée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais raconté qu'en décembre, j'étais allée assister à un groupe de gens qui travaillaient en guérison, en chemin spirituel. Et il y avait des gens qui étaient clairvoyants là et qui voyaient des choses dans notre aura, dans nos guides. Et il y avait le fondateur de ce centre-là qui m'avait fait une lecture d'aura et qui avait dit, parmi toutes sortes de choses qu'il m'avait dit, entre autres, qu'il voyait le mot « heure » écrit en gros, comme quoi que j'aurais beaucoup d'heures à faire, que je travaillerais très fort. Et moi, je pensais que c'était pour les projets, que je déclencherais les projets, d'autant plus qu'avant que tout ça déboule, j'écrivais beaucoup, j'écrivais mon journal personnel, je le partageais sur le web et j'étais vraiment en préparation pour faire des nouvelles démarches pour essayer d'ouvrir un petit centre multidimensionnel. Puis je préparais là, une publicité plus large que je ferais pour rejoindre des gens, pour avoir des cartes de membres, tout ça, rendre ça disponible pour les gens. Et là, en tout cas, je pensais que je serais très occupée dans ça, mais finalement, c'est pas ça. J'étais obligée de tout arrêter ça complètement et de me consacrer à la situation familiale, sa situation de santé à l'hôpital et de m'occuper de ma fille aussi en priorité, la stabiliser dans ça. On ne savait pas comment c'était pour continuer la situation avec son père. Il y a eu une période où on a même eu peur qu'il puisse mourir à force qu'il était mal en point. Donc moi, je discutais avec ma fille, puis on parlait de tout ça, puis je la préparais psychologiquement, mais en même temps, on faisait du travail en énergie pour voir le meilleur, sentir le meilleur, lui envoyer les meilleures énergies possibles. Il y a eu un phénomène aussi qui s'est passé qui a selon moi, c'est mon interprétation, quelqu'un d'autre pourrait l'expliquer autrement, mais qui a précipité aussi les différents malaises qu'il a vécu. Au mois de décembre, quand il était en grande résistance dans nos discussions par rapport à toute la situation qu'on devait réorganiser, il y a eu une journée où moi j'avais vraiment pris la décision, puis j'avais mis ma date limite, puis là j'avais dit, moi, après cette date-là, je suis plus capable, on ne peut plus continuer comme ça, il faut séparer nos espaces de vie. Puis ça fait plusieurs années que j'essaie de différentes façons, puis j'ai essayé par tous les moyens, mais il y a des points inévitables où on ne s'entend pas. Et puis là, il n'était toujours pas d'accord, même pour la séparation de notre milieu de vie en tant que 2 amis. Et il était très fâché après moi de la décision que j'avais prise. Et j'avais décidé que je lui donnais le temps des fêtes, le temps où je serais partie avec notre fille à la campagne chez ma mère, puis qu'à mon retour, là, on commencerait à installer les choses. Et la journée où j'ai pris cette décision-là et que c'était vraiment ferme, puis que je lui ai dit, ben moi, là, j'ai plus de marge de jeu, je te donne ces 2 semaines-là, mais après ça, c'est ma limite, je commence les démarches pour t'aider à trouver un endroit. Et il était tellement fâché que lui, il a nié tout ça, je ne sais même pas s'il en a eu conscience, lui me dit que non, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, ce que j'ai senti, c'est une grosse charge d'énergie qui est arrivée dans ma structure multidimensionnelle, dans mon aura, et un mal de tête épouvantable. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais mal à la tête. Je n'ai jamais mal à la tête parce que je fais face à mes émotions, je communique, je parle, j'écris, je fais de l'autothérapie, j'en parle avec des amis. Donc, l'univers de la communication est très fort pour moi et les énergies circulent en général assez bien, même si j'ai quand même des problèmes dans ma vie, des choses qui ne sont pas réglées, puis mon côté financier qui est toujours difficile avec mon système des dons, que je ne reçois pas encore assez de dons pour avoir une vie, je dirais, plus normale. Bon, j'ai des problèmes dans ma vie qui ne sont pas réglés, mais la communication était très fluide sur tout ça. Alors, je ne suis pas une personne qui a des maux de tête, et cette journée-là, c'est rentré comme, pas une bombe, mais presque comme, en tout cas, soudainement.
Et là, j'avais tellement, mais tellement mal. J'avais l'impression que ma tête était pour exploser. Et ça a pris peut-être une demi-heure avant que je comprenne. Sur le coup, je pensais que c'était ma décision, mes malaises, nos turbulences ensemble. Je pensais que c'était moi, toute seule, qui m'étais mis dans cet état-là. Et à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est que j'étais en train de recevoir une partie de sa colère, une partie de sa peur, de sa frustration, de toutes ces émotions difficiles qu'il vivait. Là, on avait parlé 2-3 heures dans la journée, on avait parlé la veille, on avait parlé l'avant-veille, ça faisait plusieurs jours qu'on parlait, mais là, ma décision avait été arrêtée. Alors, ce que j'ai senti, c'est que je ressentais la colère qui débordait, il était plus capable de contenir ça, puis il était mal, puis il avait très peur dans tout ça. Et toute cette charge-là que j'ai reçue, puis je ne sais pas exactement quelle pensée il y avait envers moi, mais évidemment, ce n'était pas des pensées très douces, très belles. Alors, ça faisait comme, moi je l'explique en disant, c'était une attaque psychique. Je me sentais attaquée psychiquement. Et quand j'ai compris que c'était pas juste mon énergie, puis que j'avais pas juste à me calmer moi, que je recevais une énergie externe qui m'agressait, là, j'ai appliqué des procédés de lumière, des procédés christiques, qui est de s'immerger complètement dans la lumière, s'abandonner dans la lumière divine et à partir de notre cœur, laisser rayonner notre soleil intérieur, laisser notre âme ou l'esprit divin qui nous habite prendre le plus de place possible, s'abandonner dans ça, puis faire en sorte que toute la lumière divine prenne de plus en plus sa place. Se concentrer vraiment sur ça, juste se baigner dans la lumière. Et en faisant ça, on entre en protection énergétique parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la lumière. La lumière, c'est un soleil, c'est une force, il n'y a rien de plus puissant que la lumière divine. Alors quand j'ai compris et quand je me suis mis dans cet état-là énergétique, je me suis mis en rayonnement et là, qu'est-ce que ça a fait? Moi, je ne l'ai pas compris tout sur le coup, mais je l'ai décodé après, dans les heures, les journées, les semaines après, quand je suis revenue pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ce que j'ai compris, c'est que ça a fait un effet boomerang. L'énergie qui se trouvait à m'envoyer avec sa frustration, sa peur, sa colère, ça ne pouvait plus pénétrer dans ma structure multidimensionnelle parce que j'étais dans la lumière pure. C'est un grand mot, là, pas pure parce que j'ai quand même mes failles, mes faiblesses, mes peurs, mes difficultés à moi aussi, mais parce que pendant X minutes, je me suis immergée le plus que j'ai pu dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Tout mon bouclier de lumière naturelle s'est formé et l'énergie qui m'envoyait a rebondi. Alors, il s'est comme attaqué lui-même par sa propre charge d'énergie, sans en avoir conscience. Et c'est ce qui fait que quelques heures plus tard, il était comme encore plus malade et beaucoup plus faible, et c'est là qu'il était plus capable de sortir de l'appartement. Et cette journée-là, qui était le lendemain, nous, on partait à la campagne, et il m'a dit, j'ai juste besoin de repos, je vais me reposer, ça va me prendre 3-4 jours, ça va aller mieux. Et finalement, on a communiqué brièvement par courriel, il n'avait pas encore vu son AVC, qui arriverait, ça, on est à la fin de décembre, c'est arrivé le 1er mars, son AVC. Alors, il m'a envoyé quelques mots par courriel pour me dire qu'il était encore malade, alors que moi, j'étais à la campagne avec notre fille, et qu'il pensait que c'était comme une grippe, ou il ne savait pas quoi exactement, mais que c'était beaucoup plus fort que ce qu'il avait vécu avant, puis dans sa vie, puis qu'il restait très faible. Ça lui a pris tout son petit change, comme on dit au Québec, tout le peu d'énergie qu'il avait, pour réussir à sortir une fois ou deux pour aller à l'épicerie, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, et se ramener un peu de nourriture. Puis le reste du temps, il restait à la maison très, très tranquille. Alors, il était très, très affaibli. Et ça n'a pas aidé toute la situation qu'on a découvert de ce qu'il y avait, ces problèmes d'intestin, sa colite ulcéreuse qui venait déjà de plusieurs mois, plusieurs années en arrière, sans qu'il le sache. Il savait qu'il y avait des fragilités, des difficultés dans sa digestion, mais bon, ça l'a comme amplifié en plus. Alors, tout ça a précipité davantage le fait qu'il soit plus faible. Et à l'hôpital, ils ne savent pas exactement d'où vient son AVC. Ils ont fait des tests au niveau du cœur, c'était normal. Ils pensent que c'est toute la situation des intestins. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le web et j'ai découvert que les intestins, c'est appelé parfois le deuxième cerveau. Les scientifiques ont découvert qu'il y a beaucoup de cellules neuronales dans l'intestin, dans le ventre. Donc,
il y a des capacités neuronales qui viennent de notre ventre. Il y a des recherches qui ont été faites même avec des souris. Moi, j'aime pas ça parce que je suis végétarienne et je veux qu'on laisse les animaux tranquilles, mais en tout cas, les chercheurs qui travaillent avec ça ont publié les résultats de leurs recherches. Puis, en modifiant l'alimentation, en mettant les souris dans des conditions très malsaines d'alimentation, comme certains êtres humains qui mangent parfois mal, ou qui ont des stress, ou qui sont affectés avec ce qu'ils mangent, ils ont réalisé que les souris avaient des problèmes de santé, avaient des problèmes comme émotifs, qu'on pourrait dire, avaient des réactions anormales aux chercheurs qui travaillaient avec eux, alors que ceux qui étaient bien alimentés, qui étaient plus sains, que leur digestion fonctionnait mieux, avaient toutes des réactions, on pourrait dire comme psychologiques, la psychologie animale qui était saine, qui était normale. Alors, ils ont démontré comment l'alimentation, les problèmes de santé, les problèmes intestinaux jouaient aussi sur l'humeur, la réaction, les genres d'émotions que les animaux, petits ou plus gros, peuvent avoir. Et c'est encore plus grand pour un être humain avec toutes les capacités émotionnelles développées qu'on a. Alors, c'est ça, l'intestin, le ventre, l'estomac, tout ça, ça devient un deuxième cerveau. Et le spécialiste du cerveau qui a vu mon ex à l'hôpital disait qu'il pensait qu'avec toutes les complications, avec les difficultés, avec un peu de constipation, le transit intestinal qui était plus difficile, qu'il y a eu comme un caillot qui s'est formé puis qui a monté au cerveau, puis c'est lui qui aurait déclenché l'AVC. Mais c'est très dur là, à prouver ces choses-là. Alors, moi, j'ai compris aussi à quel point c'est important de bien prendre soin aussi de notre intestin, de notre ventre, de faire un peu d'exercice, tout ça. Dans cette période-là aussi, j'ai intensifié mon yoga, la marche que je fais beaucoup. Moi, je n'utilise pas de véhicule à Montréal. Et je marche. Alors, puis là, je faisais toutes les commissions moi-même que mon ex faisait avant. Donc, j'ai beaucoup marché, j'ai intensifié mes exercices, mon yoga, mes assouplissements, j'ai bien pris soin de moi, en même temps que c'était très, très chargé à travers... Fait que j'ai fait des prises de conscience sur tout ça. J'ai lu toutes sortes de choses sur les gens qui ont des AVC, les problèmes d'aphasie, les associations qui existent, bon, toutes ces choses-là. Naturellement, mon ami veut rien de ces services-là parce que c'est un ermite, parce que c'est pas quelqu'un qui veut socialiser avec les autres. Mais je sais maintenant que ces choses-là existent. J'ai appris qu'un grand comédien, entre autres du Québec, je me souviens plus de son nom, moi avec les noms des fois... voyons, en tout cas, c'est celui qui faisait le patriarche, le père dans la série O, la série télévisée O, Guy Nadon, je crois qu'il s'appelle. En tout cas, je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est ça, qui était porte-parole pour, je ne me souviens pas si c'est l'association pour l'aphasie ou pour l'AVC. Il doit y avoir quelqu'un dans ses proches qui a vécu ça. Et j'ai découvert qu'il y avait énormément de gens à différents âges. Il y en a plus âgés, à 70, 80 ans, d'autres à 60. Le père de ma fille, lui, avait 51 ans. D'autres ont vécu ça. J'ai vu certaines vedettes, des célébrités aux États-Unis à 40 ans, à 35 ans. Bon, ça peut arriver à tout âge pour différentes raisons, mais en général, c'est plus les gens plus âgés. Alors, j'ai découvert beaucoup de choses. Ma compassion s'est vraiment ouverte à ça. J'ai discuté à un moment donné dans les chambres où il était, il y avait d'autres personnes. Et j'ai discuté avec la femme d'un homme qui avait eu aussi un AVC, puis elle devenait son aidante naturelle, puis elle me parlait de ce qu'elle vivait, puis elle aussi, ses séjours à l'hôpital et tout ça. Alors, bon, toute la fibre de ma compassion pour les gens qui sont en difficulté, en souffrance, en maladie, pour les aidants naturels. J'ai vu beaucoup ma mère s'occuper de mon beau-père qui, lui, a la maladie d'Alzheimer en phase avancée, qui est placé dans un centre maintenant depuis 3 ans. J'ai vu ma mère dans cet univers-là. Alors là, j'ai eu des discussions avec ma mère aussi au téléphone, puis on partageait tout ça. C'était bon de sentir que ma mère pouvait comprendre ce que je faisais comme aidante naturelle auprès du père de ma fille. Et que moi, je la comprenais mieux de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle avait vécu avant auprès de son deuxième mari, mon beau-père. Alors, il y a eu des moments de rapprochement particuliers avec ma mère, aussi avec tout ça. En tout cas, ça m'a fait vivre beaucoup de choses. Puis en même temps, la vie continuait, ma fille qui allait à l'école, les repas, tout ça.
Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ramené l'appartement 100% végétarien parce que dans le respect de son libre arbitre, j'avais aussi accepté qu'il y ait de la viande à la maison parce que lui, il était en partie végétarien, mais il mangeait de la viande à l'occasion, pas beaucoup, mais il en mangeait un peu. Et ma fille en mange un peu quand elle va chez des amis, quand elle va à l'école, à la cafétéria, quand elle va dans la famille avec ma mère, ma tante, ma soeur, bon. Mais avec moi, je lui sers toujours juste des choses végétariennes. En tout cas, elle avait des exceptions avec son père et avec la famille. Et là, une fois que son père était à l'hôpital, j'ai remis notre appartement complètement végétarien à 100%. Et je permets à ma fille encore, quand elle est à l'extérieur, de faire ses exceptions. Et je lui dis qu'en avançant vers, là, elle va avancer 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, elle va être plus consciente. Je lui ai suggéré des livres, mais qu'elle ne veut pas lire, se nourrir sans faire souffrir. Bon, des livres extraordinaires, ce livre-là de John Robbins que je conseille, qui est gratuit en PDF dans les livres gratuits sur mon site du Paradis sur Terre. Ça, c'est heavenonearthyes.wix.com/, le Paradis sur Terre. Section livres gratuits, vous avez ce livre-là, super de gratuit, Se nourrir sans faire souffrir de John Robbins. Donc, elle n'est pas prête à lire ça, mais elle se prépare doucement, puis elle est accompagnée. Mais j'ai pas le choix, elle aussi, de respecter son libre arbitre d'adolescente. Et là, maintenant, c'est ça, mon appartement ou notre condo où on vit est revenu 100% végétarien. Et moi, je me sens tellement mieux, c'est tellement important pour moi. Mais je sais que pour beaucoup de gens qui ont de la difficulté, la viande, c'est une drogue très très forte. Des millions de gens sont drogués à ça. Avec les enseignements tantriques que je donne, je parle souvent de l'orgasme aussi, que l'orgasme est une drogue naturelle qui dévitalise le corps. Alors les gens sont drogués à leurs orgasmes, mais les gens sont drogués à la viande. C'est deux drogues très très peu connues qui affectent la santé, le corps, la vitalité. Bon, alors... fait qu'il y a eu des changements à ce niveau-là. Fait que c'était une grande période de turbulence. Une fois que mon ami était prêt à sortir de l'hôpital, imaginez-vous comment la vie fait bien les choses. Il y avait un problème de plus. Il y avait quelque chose qui m'avait caché depuis plusieurs années, une hernie qu'il y avait au niveau de la zone du bassin. Et j'avais cru des fois voir des choses, je lui avais posé des questions. Je pensais qu'il y avait des problèmes avec son érection, ou je ne comprenais pas trop. J'avais pressenti qu'il y avait quelque chose, mais jamais secret comme il est, il avait voulu me parler de son hernie qui pouvait rentrer dans son corps en poussant dessus, puis elle ressortait, puis il en rentrait. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une hernie, mais il avait très peur d'aller à l'hôpital, il avait peur de mourir sur la table d'opération, donc il ne voulait pas en parler d'aucune façon. Et une journée, alors qu'il était très malade, avant même, je ne me souviens pas s'il avait fait ou non son AVC, mais en tout cas dans la période où il était encore à la maison, il était très malade, puis il a eu besoin d'aide pour se laver. Il était très très mal en point, puis là, moi je l'avais souvent vu nu quand on était en couple, puis moi la nudité, j'ai pas de problème avec ça, et tout ça, lui il est très très pudique. Alors il m'a demandé de l'aide, et là j'ai vu son hernie, puis là il n'a pas eu le choix, je l'ai vu, j'étais au courant. Et dans toute la période qu'il était à l'hôpital, il ne voulait pas, il ne donnait pas son autorisation pour avoir la chirurgie pour son hernie. Fait que pendant 2 mois, il a été pris en soins, il a été pris en charge, et on a tout stabilisé la situation au niveau de ses intestins, au niveau de son AVC, commencé la réadaptation, la rééducation. Mais il se préparait à sortir, il était pour avoir son congé 2 mois plus tard, le lendemain, il devait sortir le lendemain. Et j'ai été appelée de l'hôpital pour me dire qu'on l'avait retransféré d'urgence du centre de réadaptation à l'hôpital parce qu'il y avait eu une complication avec son hernie. Et là, j'ai su un petit peu après qu'il y avait eu comme une torsion intérieure. Et là, ça passait plus du tout, puis il y avait de la misère à respirer. Ça lui faisait très mal, puis même il y a eu un petit temps d'attente à l'urgence où il était très très mal, et ils ont préparé la salle d'opération, et dans la nuit, il a été opéré. Et il y a eu sa chirurgie d'hernie à ce moment-là. Et là, il a passé 1 semaine de plus à l'hôpital, on lui a diagnostiqué, il y a eu un faux diagnostic de bactéries C. difficile. Il y a eu un deuxième test fait 3-4 jours plus tard, négatif, puis ils ont découvert que c'était comme une erreur d'un premier diagnostic, mais il a été mis comme en quarantaine pendant 5 jours, et là, quand j'allais le visiter, quand sa fille venait le visiter, on devait mettre une jaquette jaune, des gants,
Pas de masque, par exemple, une petite jaquette. Si j'avais un sac à main, je devais tout l'envelopper. Ah, c'était très compliqué. Alors, il était comme en quarantaine pour éviter la propagation. Et il était seul dans sa chambre, donc lui qui aimait être l'ermitage, ça, il était content. Et c'était la dernière semaine, et quand on a testé que finalement il n'y avait pas cette bactérie-là, il s'était trompé, on lui a donné son congé plus rapidement parce qu'après une chirurgie dernière, une journée ou 2 journées après, habituellement ils peuvent sortir, mais lui était presque 7 jours à l'hôpital. Mais en tout cas, ça lui a permis d'avoir encore plus de force, vu qu'il n'était pas allé là juste pour son hernie, mais qu'il relevait d'un AVC et d'une colite ulcéreuse grave. C'est ça, moi j'ai fini pendant ce temps-là aussi de tout préparer, son studio, le décorer, l'aménager, acheter tout ce dont il y avait besoin, les petits plats, les ustensiles, tout le nécessaire. Et moi qui a un petit budget déjà, que j'ai de la misère à arriver financièrement, j'ai dû prendre une partie de mon argent parce que il ne pouvait rien faire pour s'aider et que lui-même a un micro-budget depuis des années. Alors là, pour moi, ça passait en priorité. Alors, pour les gens qui m'ont suivi avec d'autres vidéos, j'avais certaines dettes que j'avais réussi à régler complètement en février. Je me suis refait encore des dettes à nouveau que j'ai encore. Alors, s'il y en a qui écoutent ça et que vous êtes sensibles, il y a des paiements de loyer à mon propriétaire que je n'ai pas pu faire au complet parce que je devais en priorité aider cet ami-là que personne d'autre ne pouvait aider, puis que j'étais son aidante naturelle et que c'est moi qui a trouvé son lieu de vie et tout, et qui a dû débourser pour ce qu'il ne pouvait pas débourser. Alors, si jamais certaines personnes peuvent me faire des dons, j'ai vraiment des choses à couvrir, là, je dirais en urgence, mais en tout cas, j'ai mon propriétaire, c'est la personne qui est... Ma propriétaire, c'est une femme qui est en Europe, mais c'est un homme ici de Montréal, que je dis mon propriétaire, mais qui s'occupe de faire la transition entre les deux. Il m'aime beaucoup, il est au courant de mon travail humanitaire, il est très patient, mais il est un peu à bout de sa patience en même temps. Bon, alors en tout cas, je vous tends une perche si vous pouvez faire quelque chose à ce niveau-là pour m'aider. Et en plus de tout ça, j'avais plus de dépenses et plus de travail avec, comme je disais, les 4 choses que je faisais, thérapeute, maman, papa de remplacement et aidante naturelle. Alors, j'avais plus le temps de faire des vidéos, donc pas de vidéos. Naturellement, j'ai encore moins de dons quand je produis pas de nouvelles vidéos. Alors, c'était un peu vraiment le désert financier aussi à ce niveau-là. Donc, je vis vraiment très, très, très serré. Uniquement, heureusement, j'ai toujours ma mère qui me donne un coup de pouce, par exemple, pour la nourriture, qui s'assure que je puisse manger, que sa petite fille, que, bon, mais ma mère n'est pas très riche non plus. Bon. Alors, au moins, j'ai cette aide-là. Et puis, donc, c'est ça, j'ai tout préparé, tout fini de préparer son studio et il a pu déménager là quand il est sorti de l'hôpital. Il était là quelques semaines et finalement, on a réalisé qu'il y avait des températures extrêmes, très chaud, très froid. En tout cas, c'était particulier cet endroit-là. Mais c'était bien, c'est une belle petite bulle en face d'un parc à 15 minutes de marche de chez moi. Mais ça faisait pas, alors on a dû continuer des recherches, trouver un autre endroit. Et là, on a eu une aide céleste. On a trouvé un studio qui s'est libéré dans l'immeuble. Et alors, on vit tous les deux dans le même immeuble et on est à 2 minutes de distance en ascenseur pour qu'il puisse venir me voir sa fille, ou que je puisse aller le voir, ou que sa fille puisse aller le voir. Donc, c'est la situation idéale. Et avant aussi, il ne pouvait pas se payer ça, un studio là, parce que c'est plus dispendieux, parce que c'est un grand immeuble où on habite et où on a une piscine. Moi, j'ai choisi cet endroit-là parce que j'adore aller me baigner. Ma fille aussi, c'est une piscine intérieure, on peut se baigner à l'année longue. Mais mon ex, lui, il n'aime pas la natation, il ne va jamais à la piscine, mais en tout cas, alors ça coûte un peu plus cher de vivre ici, mais il y a eu des montants du gouvernement qui sont arrivés à cause de son AVC, qui ont bonifié un petit peu son budget et qui lui permettent maintenant de se payer un studio dans l'immeuble ici, ce qu'il n'aurait pas pu avant d'être malade, avant d'avoir son AVC. Donc, il y a quand même ce bon côté-là. Vu qu'on était en préparation pour ne plus vivre ensemble, mais rester parents de notre fille, rester quand même des grands amis, là, il y a sa bulle dans le même immeuble que moi.
Et c'est la situation parfaite. Alors, tout ça a demandé du temps, un nouveau déménagement. Comme il sortait de l'hôpital, il n'a pas pu faire le déménagement. C'est moi qui ai fait le déménagement. Ah, je pourrais vous raconter toutes sortes d'affaires. J'avais tout aménagé, j'ai tout déménagé, j'ai replacé, j'ai réaménagé. Une journée qu'il y a eu un des déménagements, il y avait une vente de trottoir sur ce qu'on appelle la rue Mont-Royal qui bloquait les rues. Et le taxi qui devait venir m'aider pour faire un voyage express, en tout cas, ne pouvait pas se rendre. Alors, je devais déplacer des choses un peu plus loin à la main parce que le taxi ne pouvait pas venir proche à cause des rues qui étaient barrées. Ah, toute une saga. En tout cas, je vais écourter l'histoire, ça fait déjà longtemps que je vous parle. Donc, c'était 4 mois très, très, très actifs. Et depuis le début d'août, la situation est vraiment stable. Je dirais vers la fin du mois de juillet, là, il a été dans... tout s'est placé avec puis avec le début du mois d'août. Et moi, je suis allée passer là, quelques jours à la campagne chez ma mère. Ma fille était partie chez ma mère un peu plus tôt. Et à travers tout ça aussi, dans l'été, j'ai pu bénéficier d'un ressourcement qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais mon passeport Juste pour rire. Ceux qui connaissent ça, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, vous allez sur le site du Festival Juste pour rire à Montréal. Cette année, il y avait des pancartes qui disaient Montréal, la ville la plus drôle au monde, parce qu'on a beaucoup d'humoristes, on a beaucoup de spectacles d'humour. Et le site, c'est hahaha.com, hahaha.com. Et la formule des passeports, moi, j'avais celui qui permet d'acheter 2 spectacles. Il y en a d'autres qui permettent d'acheter 3 spectacles. J'avais reçu ça en cadeau à Noël. Et 6 mois plus tard, après avoir reçu ce cadeau-là de ma sœur, merci Caroline pour ce beau cadeau. Je lui ai dit beaucoup de fois merci, mais je le redis une autre fois. Elle savait à quel point j'aimais parfois aller à ces spectacles-là pour me changer les idées et tout. Le passeport nous permet d'avoir 2 spectacles qu'on choisit vraiment à l'avance nos billets et ensuite, à chaque jour, avec les places qui restent de libre dans tout le festival de 2 semaines, il y a des places qui se libèrent et on peut aller à un spectacle gratuit par jour. Donc, on a environ 14 spectacles, sauf des fois quand tout à coup, il reste vraiment plus de billets ou si on attend trop tard pour commander nos billets sur Internet. Alors, j'ai vu, je pense que j'en ai vu 13, je crois que j'ai vu 13 spectacles dans une période de 2 semaines. Donc ça m'aidait, j'allais aider mon ex. Ma fille était à la campagne chez ma mère, donc ça me donnait un congé de maman. Je faisais mon travail de thérapeute et tout ça. Et j'avais droit à ce spectacle gratuit. Donc, merci les humoristes du Québec pour tout ce beau programme-là que vous avez fait. Il y a un soir aussi, je suis allée danser, j'ai dansé. Il y avait une discothèque improvisée dehors. Et ça faisait des années que je n'étais pas allée dans une discothèque. Donc là, je suis restée dehors, la température était belle, puis pendant 2-3 heures avec la musique, les gens, c'est ça, j'ai dansé dehors. Et moi, comme j'habite très proche du centre-ville, je suis à 30 minutes de marche, donc je marchais pour aller au festival, je marchais pour revenir. C'était vraiment bien, ça aussi, toute cette belle ambiance-là. Bon, alors, tiens, je vais me rapprocher un petit peu pour la fin, le dernier bout qui reste. Alors, tout ça m'a fait vivre 4 mois très, très, très intenses. Maintenant, nos bulles de vie sont vraiment séparées. Mon ex a son espace, moi j'ai le mien. Mais c'est ma situation financière qui est difficile parce que la part qui payait de l'appartement ou du condo, j'ai pas réussi à la rattraper encore parce que j'étais pas capable de m'occuper suffisamment de moi, de faire assez de consultations, de reprendre mon cycle de vidéos. Alors c'est pour ça que j'ai un arriérage avec mon propriétaire. Donc là, vraiment, en revenant de mes petites vacances à la campagne de quelques jours, là, c'est pour ça que je recommence la série de vidéos. C'est la toute première. Il va en avoir un certain nombre qui vont sortir dans les semaines à venir. Je veux faire aussi plusieurs vidéos sur le livre The Way of Mastery que je trouve extraordinaire. J'ai des doutes sur l'identité de l'être qui l'a transmis. Ça, c'est mon site everyoneweb.fr/The Way of Mastery. On dit que c'est la conscience supraélevée de Yeshua qui a donné cet enseignement-là à J.M. John Mark, aux États-Unis, qui fait J.M. Ses amis l'appellent J.M.
Bon, j'ai fait d'autres vidéos dans le passé sur ça. Et moi, je sais que Yeshua est incarné. Donc, dans son âme humaine, il est incarné, mais dans la partie de son esprit divin, ou dans la grande âme, il y a une partie de notre être qui vit dans les dimensions supérieures. Donc, est-ce que c'est vraiment l'esprit divin de Yeshua qui a donné cet enseignement-là, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a usurpé son identité? Mais en tout cas, c'est un enseignement qui est très très beau, qui m'apporte beaucoup. Et là, je l'approfondis et je veux faire des vidéos sur ça. J'ai découvert des choses en guérison aussi. Je vais vous faire des vidéos qui parlent de certaines approches de guérison que j'ai découvertes. Bon, à travers les derniers mois, j'avais pas l'énergie pour enregistrer des vidéos, mais j'ai lu, j'ai fait des découvertes, mais j'étais trop occupée pour pouvoir écrire mon journal puis le partager sur le web dans les derniers temps, en tout cas. Alors, c'est ça, c'est une nouvelle période qui commence et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je suis dans un nouvel espace, dans ce studio-là, en partage avec un ami proche. Et c'est là que c'est un nouveau lieu pour mes consultations aussi, un nouveau lieu pour